L'Ukraine a un problème. Au cours des dernières semaines, il est devenu évident que le président russe, Vladimir Poutine, a de plus en plus recours à des troupes montées sur des motos pour mener des assauts contre l'Ukraine. Ces troupes sont rapides, elles sont mobiles, et ce qui est le plus inquiétant pour l'Ukraine, elles sont légères. Les Russes et un moto ne déclenchent pas. Les mines anti-chars soigneusement posées par l'Ukraine pour ralentir les attaques de la Russie. Alors, que fait l'Ukraine? Ce qu'elle a fait pendant plus de 3 ans de lutte contre la Russie. Les sapeurs ukrainiens innovent maintenant en utilisant une nouvelle astuce de mine folle pour éliminer les troupes russes, forçant Poutine à retourner à la planche à dessin pour sa défense terrestre. L'innovation de l'Ukraine commence tous avec un défi que la plupart de ses dirigeants militaires n'ont jamais pensé qu'ils auraient à affronter. En avril, des rapports ont commencé à émerger que la Russie formait ses troupes à conduire des motos afin qu'elles puissent attaquer l'Ukraine. Au début, c'était une excellente nouvelle pour l'Ukraine. Les motos ne sont pas des véhicules blindés. Bien que rapides et mobiles, elles protègent à peine les soldats qui les conduisent. L'usage de motos par la Russie témoigne du désespoir de Poutine. Étant donné qu'il a déjà perdu plus de 10 700 chars et près de 22 500 véhicules de combat blindés lors de son invasion de l'Ukraine, si la Russie avait recours à des motos, cela devait signifier qu'elle était à bout de souffle en ce qui concerne les assauts des mécanisés. Peut-être pas tout à fait. Bien qu'il soit vrai que la Russie épuise ses stocks de véhicules blindés, l'utilisation croissante des motos par Poutine a plusieurs autres objectifs. La Russie veut utiliser ces véhicules dans le cadre d'une offensive estivale renouvelée contre l'Ukraine. C'est selon un rapport du 27 avril publié par le Kyiv Independent, qui cite l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre comme source de ces informations. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, le ministère de la Défense russe est fier de ses nouvelles tactiques de moto. Tellement fier qu'il a même publié des images le 26 avril de ses troupes s'entraînant sur les véhicules à 2 roues. Dans ce que l'Institut pour l'étude de la guerre dit indiquer les plans de Poutine pour créer une doctrine tactique pour l'utilisation offensive systématique de la moto. Ces images ne montraient qu'une poignée de soldats russes s'entraînant sur des motos. La réalité, c'est que des centaines de personnes seront probablement envoyées combattre contre l'Ukraine cet été. C'est selon Pavlo Shamshin, qui est le porte-parole du groupe tactique opérationnel ukrainien Kharkiv. En rapportant les plans de la Russie, Shamshin dit « Notre intelligence enregistre le fait que, dans les centres de formation sur le territoire de la Fédération de Russie et dans les unités elles-mêmes, une formation active des conducteurs de motos a lieu. Et tout cela indique que les opérations d'assaut du printemps-été 2025 seront effectuées à moto. La question est maintenant évidente. Pourquoi ? Les motos présentent de nombreux inconvénients qui semblent en faire un mauvais choix pour les lignes de front de la guerre en Ukraine. Le manque d'armure précédemment mentionné en est un. Si une moto est frappée par pratiquement n'importe quoi, allant d'une balle à un tir d'artillerie, elle ne va pas offrir beaucoup de protection à ses passagers. Les véhicules sont faibles, les conducteurs sont exposés, et comparés aux véhicules blindés et aux chars, les motos n'offrent pratiquement aucune protection aux vagues de personnes. Poutine attaque les défenses ukrainiennes. En surface, la nouvelle stratégie de Poutine semble être juste une autre façon pour lui de sacrifier davantage de ses propres soldats contre l'Ukraine. Mais il y a en réalité une certaine méthode derrière la folie de Poutine. D'une part, l'utilisation de motos par la Russie n'est pas nouvelle, même si ses campagnes de formation plus intensives sont récentes. Comme l'a souligné Cable News Network dans un rapport du 27 avril, les Russes utilisent ce type de véhicules depuis au moins 1 an, parce qu'elles offrent assez de vitesse et de mobilité aux troupes pour éviter la vue à la première personne, ou les drones vols en immersion que l'Ukraine a déployés pour éliminer les chars et véhicules blindés de la Russie. Ce n'est pas une solution parfaite pour Poutine. Une moto qui est frappée par un drone va être détruite encore plus rapidement qu'un véhicule plus blindé. Les motos sont également bruyantes, tellement bruyantes que leurs moteurs peuvent masquer le bruit d'un drone entrant, rendant leurs conducteurs encore plus vulnérables. L'astuce réside dans la capture. Les motos moins chères que les chars et véhicules blindés sont des options viables pour un leader russe qui a déjà démontré qu'il est prêt à sacrifier ses troupes pour obtenir ce qu'il veut. Presque 960 000 soldats russes morts, blessés ou capturés. Ne ment pas, Poutine se fiche de ses troupes. Si l'utilisation de motos permet à ne serait-ce qu'une poignée d'entre eux d'échapper aux drones pour se rapprocher des défenses de l'Ukraine, cela convient parfaitement à Poutine. Donc éviter les drones est la principale raison de l'utilisation des motos par Poutine.
Mais il y a une autre raison, dont Poutine n'était peut-être pas conscient lorsqu'il a approuvé les plans pour la formation à la moto. Les motos russes sont idéales pour éviter les mines soigneusement posées par l'Ukraine pour défendre ses positions contre les tanks et véhicules blindés entrants. C'est selon Euromaidan Press, qui a rapporté le 5 mai que l'Ukraine a dû faire face à un problème qu'elle n'avait jamais anticipé. Ce problème s'est révélé lors d'une récente attaque russe près de Druzhba. Au début de mai, la Russie a accumulé plusieurs chars et véhicules blindés dans cette région. L'objectif de Poutine était simple, utiliser son armement lourd pour progresser à travers plusieurs champs avant que la Russie ne déploie son infanterie pour attaquer une position ukrainienne. L'assaut a été lent, dit Euromaidan Press. C'est parce que la Russie avait transformé beaucoup de ses chars en ce qu'on appelle des chars tortues, en les équipant de bois, de caoutchouc et même de chaînes métalliques pour les protéger contre les drones kamikazes vol en immersion de l'Ukraine. Ces mesures fonctionnent, cependant, elles ajoutent du poids et peuvent parfois réduire la visibilité, nécessitant une progression plus lente. Ce rythme rampant a permis à l'Ukraine de passer du temps à utiliser ses drones pour identifier les faiblesses de ses chars modifiés à la hâte. Une fois trouvés, ces faiblesses ont conduit au même résultat vu tant de fois pendant la guerre en Ukraine. Les véhicules blindés lourds de la Russie ont pris feu, mais cette fois, la Russie a suivi l'assaut blindé avec des motos. Ces motos ont été plus efficaces que les unités blindées à mouvement lent. Quelques-uns ont même réussi à percer, atteignant le village de Dilivka bien plus profondément sur le territoire ukrainien que ce que les chars avaient réussi. Les motocyclistes ont quand même échoué. Les drones vol en immersion de l'Ukraine ont finalement réussi à les éliminer, en abattant plusieurs alors qu'ils étaient en route, avant de tuer le reste des troupes russes, quand ils ont inévitablement dû ralentir pour pouvoir descendre. Cependant, il était clair qu'il y avait un problème. Ce problème est devenu évident lorsqu'il y a eu un répit dans les combats. Cela a permis à l'Ukraine de consacrer plus de temps à éliminer les survivants russes, tout en examinant ses défenses. Une vulnérabilité clé a émergé lorsque les soldats ukrainiens se sont demandé comment les troupes à moto de la Russie avaient réussi à pénétrer si profondément dans leur position. Ils ont identifié le coupable, les mines anti-chars de l'Ukraine, conçues pour se déclencher lorsqu'un véhicule lourd, comme un char ou une voiture blindée, les survole. Ces mines se sont avérées totalement inefficaces contre les motos de la Russie. Les motards les ont survolées. Les mines ne se sont pas déclenchées, permettant aux troupes légèrement blindées de la Russie d'obtenir beaucoup plus de succès que les unités blindées lentes de la première attaque. L'Ukraine avait besoin d'une solution. C'est alors que ces sapeurs sont entrés en jeu. D'abord, ces ingénieurs astucieux ont renforcé les mines anti-chars déjà posées avec des mines antipersonnelles. L'usage de ces mines est controversé. La Convention d'Ottawa vise à interdire mondialement leur usage en raison de leur dangerosité, aussi bien pour les soldats que pour les civils ordinaires, qui marchent accidentellement sur les mines une fois le conflit terminé. Néanmoins, l'Ukraine est dans un état de besoin absolu. Elle utilise précisément des mines antipersonnelles, parce que Poutine est si heureux d'envoyer des vagues humaines pour assaillir ses défenses. Chaque Russe tué par l'une de ces mines est une preuve, du moins pour l'Ukraine, qu'elle est justifiée à les utiliser. Cependant, le stock de ces mines en Ukraine était limité, tout comme le temps pour les poser, car les forces de Poutine préparaient une autre attaque. C'est alors que les démineurs ukrainiens ont eu une idée de génie. Et s'ils pouvaient trouver un moyen de transformer leurs mines anti-chars plus puissantes, de sorte qu'elles exploseraient tout aussi facilement si une moto passait dessus, comme le ferait une mine antipersonnelle. La question a été posée. En quelques minutes, les sapeurs ont répondu. Plutôt que de compter sur le déclenchement des mines en fonction de la pression exercée sur elles, les sapeurs ukrainiens ont bricolé leurs mines anti-chars avec un mécanisme déclenché par un fil. Si une moto déclenchait l'un de ces fils, alors boum! La mine explose et la moto et le motard sont réduits en miettes. Mais ce n'était pas tout ce qu'avait imaginé l'ingénieux sapeur. Au-delà de la pose de mines antipersonnelles et de l'adaptation de mines anti-chars, ils ont également modifié les mines qu'ils avaient construites eux-mêmes. Encore une fois, l'objectif était le même recalibrage et réglage fin pour s'assurer que ces mines explosent chaque fois qu'un vélo passe dessus. Ces piratages de mines insensés ne sont qu'un des exemples les plus récents, parmi les nombreux exemples montrant la capacité de l'Ukraine à innover sur le vif pour faire face aux menaces russes en évolution. Des dividendes ont été récoltés lors de la troisième et dernière attaque russe sur Dilivka. Cette fois, les soldats de Poutine ont tenté une poussée combinée qui comprenait à la fois des véhicules blindés et des motos. Cela a causé tant de problèmes à l'Ukraine lors de la deuxième vague d'attaque, la logique était solide. La première attaque a révélé l'inefficacité des véhicules lents sans diversion.
La deuxième attaque de la Russie a démontré que les motos pouvaient traverser les défenses de l'Ukraine, forçant ses soldats à se concentrer sur les motos et les cavaliers, plutôt que sur les véhicules plus lourds qui suivaient. Lors de sa troisième attaque, la Russie pensait que ces motos serviraient de diversion. Ils passeraient sur les mines ukrainiennes et causeraient des ravages, donnant aux chars et véhicules blindés de Poutine le temps de se mettre en position pour lancer une attaque soutenue et plus forte contre Dilivka. C'était une stratégie solide. Mais pour une chose, la Russie n'avait pas pris en compte le travail brillant effectué par les sapeurs ukrainiens, avec les champs de mines ukrainiens recalibrés. Les motards russes se sont retrouvés déchiquetés alors qu'ils tentaient de jouer leur rôle dans l'assaut. Cela a laissé l'Ukraine libre de consacrer ses drones vol en immersion à la tâche importante d'éliminer encore plus de chars et de véhicules blindés. L'Ukraine a gagné, et les images géolocalisées partagées par Euromaidan Press montrent à quel point cette défaite a été dévastatrice pour les forces de Poutine. Les images montrent plusieurs motos russes éparpillées sur le bord de la route menant à Dilivka, beaucoup d'entre elles endommagées ou en flammes à la suite des astucieuses modifications de mines de l'Ukraine. Les quelques motards russes, qui ont réussi à survivre après que leurs motos ayant été soufflées sous eux, ont été rapidement éliminés par des drones, selon le média. À la fin de la troisième attaque, la Russie n'a même pas réussi à s'approcher de Dilivka, certainement pas en comparaison avec la deuxième vague. Poutine avait prévu que ses troupes de motards exploiteraient ce qu'il croyait être une faiblesse dans les lignes ukrainiennes. Ils l'ont fait. Le problème de la Russie, comme cela a été le cas tout au long de l'invasion de Poutine, est qu'elle a sous-estimé la capacité de l'Ukraine à s'adapter à la volée dès qu'une faiblesse est révélée. Les sapeurs ukrainiens ont développé une stratégie efficace contre les motards russes. Ce qui devait être une nouvelle force russe, qui a révélé une vulnérabilité ukrainienne, s'est transformé en une faiblesse que l'Ukraine peut exploiter. Il semble également probable que le coup de génie ukrainien a déjà un impact sur les tactiques de la Russie. Environ au même moment où la Russie échouait à utiliser ses motocyclistes pour attaquer Dilivka, une autre colonne d'assaut russe tentait de se frayer un chemin vers Nadivka. C'était une colonne plus traditionnelle composée de chars et de véhicules blindés. Une fois de plus, les mines ont brillé lors de l'événement. L'Ukraine a dispersé des dizaines de mines anti-chars sur la route menant à Nadivka, éliminant plusieurs unités blindées russes dans le processus. La tactique de l'Ukraine dans cet engagement visait à empêcher la retraite russe. Alors que les chars et véhicules blindés de Poutine avançaient sur la route, les sapeurs ukrainiens se sont faufilés en position derrière eux pour poser de nouvelles mines. Lorsque la colonne russe a atteint le premier champ de mines, elle a perdu plusieurs véhicules et a décidé de rebrousser chemin pour développer une nouvelle stratégie d'attaque. La route autrefois sûre qu'ils avaient empruntée était désormais parsemée de mines, créant ainsi des points de strangulation dévastateurs mis en place par l'Ukraine. Le reste des chars russes a été anéanti par les nouvelles mines. Les opérateurs tentant de s'échapper des véhicules ont été éliminés par des drones vol en immersion. Une autre attaque russe avait échoué. Cette deuxième attaque n'incluait aucune moto. C'est une autre preuve de l'habileté des démineurs ukrainiens à utiliser des mines pour entraver l'avancée des forces de Poutine. Et maintenant que ces démineurs ont une nouvelle astuce pour éliminer les troupes à moto, Poutine est confronté à un dilemme. Doit-il continuer avec sa stratégie de moto pour l'été, ou revenir à la colonne blindée ? Les assauts que Nadejda nous montre sont souvent inefficaces. Dans tous les cas, l'histoire sera la même pour la Russie. Elle va perdre des milliers de soldats supplémentaires et des centaines de pièces d'équipement grâce à la brillance des sapeurs ukrainiens. Et cela conduit à une autre question. Que signifie l'innovation des sapeurs ukrainiens pour l'avenir de la guerre en Ukraine ? La première réponse force une confrontation avec une triste réalité créée par l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Un pays qui est déjà chargé de plus de mines que presque tout autre dans le monde ne va voir que de plus en plus de ces armes dangereuses être posées. Dès novembre 2023, des médias comme Vox mettaient en évidence la prolifération pure et simple des mines terrestres en Ukraine. Dans son article, Vox a noté qu'environ 67 181 miles carrés de l'Ukraine étaient censés contenir des mines de quelques descriptions. Pour donner une idée, c'est une superficie approximativement de la taille de la Floride, et cela représente environ 30% de l'Ukraine. Ces mines sont partout. Bien que les champs de mines soient les plus denses dans les zones actuellement occupées par la Russie, avec des combinaisons de mines ukrainiennes et de celles posées par la Russie qui contribuent à ce problème. Des milliers de mines terrestres sont encore présentes sur le territoire contrôlé par l'Ukraine. En tout, 11 des 27 régions de l'Ukraine ont été documentées comme contenant des mines à la fin de 2023.
Il y a probablement beaucoup plus de régions qui ont été contaminées par des mines depuis. Ces mines représentent un danger clair et présent, selon le chef de Halotrust, le major général James Cohen. S'adressant à SIPA en novembre 2024 avant, il a souligné que l'Ukraine est prise dans une situation difficile. La guerre est intrinsèquement brutale, a déclaré Cohen à SIPA. Un côté cherche à s'imposer par la force si l'autre ne peut résister. Cohen a également déclaré que l'Ukraine a le droit à l'autodéfense, ce qui signifie qu'au moins selon certaines directives, elle a le droit de l'utiliser. Les mines terrestres et artisanales fabriquées par ces sapeurs ciblent les troupes motocyclistes russes. Cependant, il est indéniable que les mines sont un problème majeur en Ukraine. D'ici novembre 2024, 10% supplémentaires du territoire de l'Ukraine avaient été parsemés de ces armes, ce qui signifie qu'au moins 40% de l'Ukraine abrite maintenant des mines. Réfléchissez à ce que signifiera la fin de la guerre en Ukraine. Ces mines représentent potentiellement un énorme problème humanitaire, quel que soit le côté qui gagne. En supposant une défense ukrainienne réussie, les autorités du pays devront passer de nombreuses années à nettoyer les champs de mines qui jonchent maintenant l'Ukraine. Les morts civiles, non intentionnelles, sont presque inévitables, surtout dans les villes actuellement occupées par la Russie, qui ont été minées pour empêcher l'Ukraine de les récupérer. Aussi brillants que soient les démineurs ukrainiens pour trouver un moyen de surmonter les forces motocyclistes de Poutine, ils alimentent maintenant un problème que l'Ukraine ou la Russie devront gérer, à un moment donné dans le futur. L'Ukraine soutiendra qu'elle fait ce qu'elle doit faire pour se défendre, elle aurait raison. Sur un front plus positif, le piratage de ses propres mines anti-chars montre à quel point l'armée ukrainienne est devenue une force de combat innovante. Les sapeurs responsables de ce qui a été vu à Droujba et Dilivka sont généralement des ingénieurs qui se concentraient auparavant sur le déminage des zones que la Russie avait minées. Octobre 2023 a vu l'Ukraine fournir à 20 de ses équipes de sapeurs des kits de déminage à cet effet dans le cadre du projet Nous vivons ici. Ce mouvement a suivi un effort similaire de la fondation Reviens Vivant, qui a fourni 50 et une équipe de sapeurs avec des kits similaires. Le point ici est que l'Ukraine est bien consciente du problème des mines terrestres qu'elle a et fait activement tout ce qu'elle peut pour se débarrasser des mines qui représentent les plus grandes menaces pour ses civils. Cependant, elle a également montré qu'elle peut réaffecter ses sapeurs. Ces experts en mines terrestres se sont montrés aussi efficaces en tant que force offensive qu'ils le sont. Une force de déminage à Dilivka. L'Ukraine les utilisera probablement dans ce double rôle aussi longtemps que nécessaire pour prévenir l'agression de Poutine. Et en parlant de Poutine, l'astucieux piratage de mines de l'Ukraine signifie une chose pour ses plans d'utiliser des motos dans l'offensive estivale de la Russie. Ils sont pratiquement morts dans l'eau. Le plan original de Poutine était d'utiliser ces motocyclistes pour distraire le feu des drones et, autant que possible, éviter les drones pour lancer des assauts sur les défenses de l'Ukraine. Ce plan s'est déjà avéré inefficace. L'Ukraine est capable d'éliminer les motards russes avec des drones lorsque ces motards attaquent sans soutien blindé. Lorsque des chars et des véhicules blindés sont présents, l'Ukraine peut maintenant utiliser des mines conçues pour prendre à la fois des motos et des véhicules plus lourds. Cela signifie que les tactiques de diversion que Poutine espérait utiliser pendant l'été ne vont pas fonctionner. Est-ce que cela implique que Poutine et ses associés vont devoir revoir leur stratégie? Ils devraient. Dilivka vient de donner à la Russie un aperçu de ce que les assauts à moto signifieront réellement lorsque Poutine les intensifiera cet été. Le problème de Poutine est le manque de chars et de véhicules blindés utilisables, comme nous l'avons évoqué auparavant. Des dizaines de milliers de ces équipements sont déjà détruits, rendant la Russie de plus en plus dépendante du vieux matériel soviétique mis hors service depuis des décennies. Les assauts à moto sont peut-être autant une nécessité due à la faible quantité d'équipements en stock qu'une manœuvre tactique pour éviter les drones et les mines de l'Ukraine. Poutine devra suivre ses plans initiaux pour l'été, il n'a pas vraiment le choix. La réponse de l'Ukraine sera probablement de s'appuyer sur le génie de ses sapeurs démontré le 5 mai. Elle peut donc répondre aux motards russes avec la défense destructrice nécessaire pour stopper leur progression. Une chose est certaine, l'Ukraine est capable de trouver des moyens de s'adapter. La seule question maintenant est de savoir si la stratégie estivale de la Russie sera suffisamment écrasante pour surmonter ces adaptations. Dites-nous dans les commentaires comment vous pensez que les motards russes vont s'en sortir cet été. Vont-ils être réduits en miettes par les innovations minières de l'Ukraine? La Russie fera-t-elle des gains territoriaux substantiels pendant l'été? Partagez vos opinions ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des nouvelles et des informations à jour sur les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient
et dans le monde entier.